Commençons par exemple par les violences, les victimes de violences sexuelles. Malheureusement, c'est un fléau. Et ce fléau a deux perspectives d'analyse. La première, qui ne devrait pas faire l'objet de la moindre polémique, c'est que sur le plan social, ça devrait être considéré comme des crimes. Ce sont des crimes portés atteinte à l'intégrité physique et mentale d'autrui. Mais c'est une façon d'enfreindre les droits de l'autre. Et de ce point de vue, les conséquences que cela va générer par la suite en termes parfois de traumatisation sévère physique et parfois irréversible et aussi des traumatisations mentales mais, qui sont attribuables à cette violence. Mais la responsabilité de cela devrait, d'un point de vue purement juridique, judiciaire et autres, incomber aux auteurs qui se rendent donc ainsi responsables d'actes qui ne sont pas acceptables d'un point de vue social et d'un point de vue légal. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est peut-être l'aspect médical de la chose, qui est cruel. Parce que les victimes, et donc vous parliez des victimes, les victimes vont voir quelquefois leur vie absolument détruite, vont s'engager comme en guise de conséquence de ce dont elles ont été victimes dans une spirale de destruction et parfois d'autodestruction. Et on va recruter quelquefois dans les populations qui s'adonnent, et c'est une étude, ou c'est plusieurs études, notamment des études canadiennes qui font ressortir cela, des personnes qui s'adonnent soit à la toxicomanie, aux addictions et autres, soit à de l'automutilation, soit au travail de rue, travail de sexe, ou même des gens qui changent par la chirurgie leur sexe, ou bien des personnes maintenant qui vont créer un métier qui peut être atypique. On se rend compte que ces personnes essayent de conjurer par ces itinéraires, ces trajectoires qui sont relativement inadaptées, mais le drame inaugural de la violence inhumaine dont elles ont été victimes souvent dans l'enfance. Donc c'est dire que les conséquences de la violence sexuelle, surtout dans l'enfance, sont incommensurables, inimaginables. Ce sont des drames qui malheureusement peuvent se perpétuer parce que ces victimes aussi, parmi elles, vont devenir des criminels. Ouais. Et donc sur ce plan-là, il y a une première trajectoire à constater. Mais au présent, c'est-à-dire quand on a une victime qui nous est amenée en consultation parce qu'elle est encore en proie avec des blessures et des lésions physiques, souvent, c'est une prise en charge chirurgicale. D'abord, parce qu'il faut sécuriser l'organe, mais malheureusement, derrière ça, il y a des choses qui vont s'imprimer dans le cerveau. Et donc, la mémoire va conserver cette expérience qui est une expérience des sensations corporelles qui se sont produites pendant cet acte d'agression sexuelle. Une mémoire qui sera enregistrée des émotions associées à cette violence. Une mémoire qui va enregistrer les pensées parfois les plus confuses associées à cette violence. Des paroles qu'on aurait entendues pendant cette violence, de la température qu'il faisait, de l'éclairage et tout ça, des odeurs qui avaient tout ça. Le cerveau va enregistrer ça et ça peut s'enquister, ça peut se congeler dans la mémoire. Et si ça n'est pas traité, désactivé, nettoyé dans des délais conséquents,
Donc 15 jours, c'est une fenêtre vertueuse pour le nettoyer rapidement. Et 3 mois, c'est le strict maximum. Mais il faut le faire avec des stratégies qui sont des stratégies validées. C'est-à-dire que ce n'est pas toute intervention qui serait appropriée parce qu'il y a des interventions qui pourraient aggraver cela. Oui. Donc, si l'on a loupé cette fenêtre d'intervention, ça va s'enquister, donc ça va durcir dans la mémoire. Et puis, malheureusement, en avançant dans la vie, le passé et le présent, voire même le futur, vont se mélanger. Et c'est ça qui va gouverner l'existence de la personne. Et toute circonstance au futur dans laquelle l'un des ingrédients enregistrés en mémoire, en relation avec cette expérience de violence, l'un des ingrédients se présenterait. Ça peut être une odeur, ça peut être une lumière, ça peut être un son, ça peut être une parole, ça peut être n'importe quoi. Mais ça va déclencher chez la personne des réactions qui peuvent sembler incompréhensibles, puisque à ce moment-là, même si c'est des troubles digestifs, des troubles cardiovasculaires, des syndromes douloureux, des céphalées, des insomnies, des acouphènes, toutes ces panoplies de manifestations, des syndromes menstruels ou prémenstruels incontrôlés, les diagnostics habituels en médecine conventionnelle, la médecine classique, qui n'intègre pas toujours le versant du mental aux différents stades de la prise en charge, on va voir que le patient va être un peu dans une errance où, en l'absence d'un diagnostic probant, les traitements vont être des traitements un peu symptomatiques pour calmer le problème douloureux, pour aider à dormir, pour calmer les acouphènes, etc., jusqu'à ce que un professionnel qualifié, qu'on appelle un psychothérapeute, puisse, avec un diagnostic formel, engager les interventions thérapeutiques qui sont recommandées en la matière. À ce moment-là, il y a une possibilité de guérir de ce trauma. Ça veut dire que ça peut se guérir. C'est l'unique bonne nouvelle. Mais ce qu'il faut souhaiter, c'est que personne ne soit concerné par ce type de violence.